Mesdames et messieurs. Alors, sur le premier point, sur la carte d'implantation, alors le cas de la Chine est particulier parce qu'en Chine, nous n'avons pas la possibilité de scolariser des enfants chinois. Donc, le potentiel est assez limité. Et dans le cas de Pékin, par exemple, le lycée avait été constitué, je crois, sur une jauge maximale de l'ordre de 1300 ou 1500 élèves lorsque le projet a été lancé. Et nous sommes un peu en dessous de 900. Parce que nous avons constaté que beaucoup de familles françaises, donc puisque c'est d'abord pour elles que cet établissement a été mis en place, ne viennent plus. Les expatriations se font souvent avec des célibataires géographiques aujourd'hui à cause des problèmes de pollution. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'explique et les familles n'ont pas suivi. En revanche, à Shanghai, l'établissement, lui, continue de se développer. Et il y a plusieurs petites écoles qui ont été créées, la dernière en date de mémoire qui a été homologuée, je crois que c'est à Shenzhen, qui sont des toutes petites écoles, et c'est vrai qu'ils sont ciblés sur la communauté française. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas les moteurs en Chine pour vraiment développer davantage le réseau. Alors il y a un autre point blanc plutôt que point noir sur notre carte, c'est également l'Inde. Où, alors là, on a un potentiel a priori gigantesque. On doit avoir 1300 ou 1400 élèves en tout et pour tout en Inde, c'est-à-dire rien du tout. Il y a une nouveauté, c'est que là, depuis un peu plus d'un an, nous avons la possibilité de scolariser des enfants indiens. Donc, il y a une réflexion actuellement qui est engagée par l'ambassade en lien avec nous sur la possibilité d'essayer peut-être de faire davantage sur l'Inde pour compenser l'avenir, pour préparer l'avenir et pour aider au développement. J'en profite peut-être juste pour vous donner quelques chiffres sur les répartitions géographiques et sur la croissance dans les différentes zones. En Afrique, nous avons actuellement 79 établissements, un peu plus de 47 000 élèves, et la croissance en cette rentrée a été de 3,1%. En Amérique, 93 établissements, un peu plus de 57 000 élèves, et là, ça augmente à peine 0,3% de croissance. En Asie, 22 000 élèves en cette rentrée dans 49 établissements, 2,7% de croissance. En Europe, 125 établissements, 76 000 élèves, 1,4% de croissance en cette rentrée. Maghreb, océan Indien, puisque nous avons ces deux zones qui sont ensemble, 74 210 élèves, et c'est là que nous avons le plus fort taux de croissance, 8,1% de croissance en cette rentrée. Et Moyen-Orient, Proche-Orient, 90 000 élèves dans cette zone et une croissance de 4,5%. Donc pour résumer, aujourd'hui, les pôles de croissance forts, je dirais presque naturels, mais que nous devons accompagner, c'est la zone Maghreb, Moyen-Orient, Proche-Orient, avec les deux très gros réseaux que sont le Liban et le Maroc, qui sont des piliers de ce réseau, et un réseau européen que nous devons soutenir dans une croissance, mais qui sera nécessairement plus limité parce qu'il est déjà très dense à l'échelle européenne, et un fort potentiel sur l'Afrique que nous devons accompagner, qui est compliqué à accompagner, mais où nous sommes convaincus que là, nous avons une zone de croissance importante et une zone de croissance que l'on doit accompagner ou travailler sur l'Amérique latine en particulier, où là, nous considérons qu'il y a toujours des choses à faire. L'Amérique du Nord, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus fragile, je ne le cache pas. Et la Russie, ce sont les mêmes règles, parce que je vois aussi qu'il n'y a que 2 établissements en Russie, alors qu'on a des échanges culturels quand même très importants. La demande est assez limitée, effectivement, et donc on a le lycée Alexandre Dumas à Moscou et puis l'école de Saint-Pétersbourg, mais pour le moment, les deux ont une petite croissance naturelle, mais il n'y a pas une demande plus forte à ce stade. Voilà un peu sur ce point-là. Sur votre question, monsieur le sénateur... Ah, pardon. Là, j'imagine que c'est la différence entre établissement en gestion directe et établissement partenaire ou conventionné. Hein, c'est les différences qu'il y a entre les uns et les autres. Non, je pense que c'est une différence de cette nature. Mais enfin, je n'ai pas la légende de cette carte ou de statut.
Monsieur le sénateur Balini, sur le recrutement, sur les 1000 détachements, donc, comme je vous l'ai dit, je crois que ce qui est important, c'est que ces 1000 détachements supplémentaires qui ne passeront pas par l'agence soient pilotés. Parce que sinon, le risque est qu'ils aillent tous à peu près au même endroit dans des zones qui sont déjà fortement dotées. Et donc, il est important là qu'ils aillent vraiment dans les établissements partenaires, et en particulier les nouveaux partenaires qui arrivent, pour les aider à constituer l'ossature en personnel titulaire de l'éducation nationale qui leur est indispensable. Donc là, il y a une réflexion à engager. Sur l'immobilier, quelle solution? Alors ça rejoint les différentes questions. Pour l'agence jusqu'à présent, enfin je dirais que sur l'ensemble de la décennie, en fait, nous avons continué à développer l'immobilier, à mettre à niveau notre immobilier, mais ceci s'est fait effectivement à plus de 80% sur de l'accumulation en quelques années de fonds de roulement importants pour les établissements, et donc d'un appel et d'une hausse assez importante parfois des droits d'écolage pour permettre ce financement. C'est un dispositif pour le moment. Nous n'avons pas d'autre solution qu'un lissage léger quand on peut avoir des avances de France Trésor, mais elles sont limitées. Et comme je vous le disais, normalement c'est à 0 pour l'an prochain, même si je ne désespère pas que dans les prochaines semaines ce point puisse être revu. Moi, je vais entamer aussi, je vais prendre des contacts, je dois rencontrer les responsables de Proparco bientôt, je vais essayer de voir aussi d'autres banques, mais la difficulté fondamentale, alors là je parle plus pour les établissements conventionnés ou partenaires, c'est en l'absence de garantie de l'État sur les emprunts. On n'aura pas trop de mal à faire du développement immobilier par des emprunts classiques, je dirais dans les pays OCDE à peu près stables, mais dès qu'on sort de cette zone-là, on tombe sur des taux d'intérêt prohibitifs qui ne permettent pas de faire de l'immobilier. J'ai en tête le cas de Conakry, qui a un projet, je crois, à 8 ou 10 millions d'euros à investir. On a demandé à cet établissement, comme aux autres, de regarder sur le marché local l'offre. On est à des taux de l'ordre de 25% annuels hors assurance. Donc c'est absolument impossible de développer l'immobilier sans cette garantie de l'État d'une façon ou d'une autre. Alors le travail se poursuit avec Bercy, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour trouver un dispositif alternatif pour ces établissements. Mais voilà sur ce point. Dans les établissements, je dirais sur l'atmosphère sociale dans les établissements, le réseau sort et va achever de sortir à l'été prochain d'un choc qui a été très fort, qui a été la suppression sur 3 ans de 512 ETP dans le réseau, et donc qui a amené dans un très grand nombre d'établissements à supprimer des postes d'expatriés ou des postes de titulaires. Donc évidemment, ça laisse des traces dans l'ensemble du réseau, dans les établissements qui ont été touchés par ces mesures, qui rendent, qui créent une sensibilité particulière, notamment pour les personnels titulaires de l'éducation nationale dits non résidents qui étaient dans ces établissements et qui, pour un certain nombre, espéraient que les postes de résidents, quand ils deviennent vacants, leur permettent d'obtenir ce statut. Aujourd'hui, évidemment, dans beaucoup d'établissements, la réduction du nombre de résidents limite les possibilités pour ceux qu'on appelle les TNR, les titulaires non résidents, de devenir résidents, du moins dans un plus court terme. Et c'est un sujet effectivement assez sensible, donc auquel il faut que l'on fasse attention. Mais dans tout l'accompagnement de la réforme que nous engageons, nous allons accorder évidemment une très grande part à l'agence comme dans les établissements, à la qualité du dialogue social, qui est absolument essentiel pour garantir le bon résultat de la démarche qui nous est demandée. Sur les frais de scolarité,
Ils ont évidemment augmenté de façon sensible sur la décennie, puisque en moyenne, en 2013, les frais de scolarité la moyenne globale était de 4 137 € dans le réseau, et en 2019, la moyenne est de 5 658 €. Donc la hausse a été forte sur l'ensemble de la décennie. Je rappelle que dans le même temps, en tout cas pour l'agence, les moyens globaux de l'agence ont aussi diminué sur la période. Il y a évidemment des grandes différences selon les zones. En Afrique, on est sur une moyenne des frais de scolarité d'ordre de 3 500 €. En Europe, autour de 5 000 €. En Asie, autour de 6 500 €. Le cas de l'Amérique est très particulier parce que sur l'Amérique latine, Amérique du Sud, centrale et du Sud, je dirais, et Canada, on a des coûts moyens qui sont de l'ordre de 5 000 € à peu près, donc on est dans la moyenne. Mais sur l'Amérique du Nord, évidemment, et les États-Unis, là, les coûts explosent puisque beaucoup d'établissements ont des frais de scolarité particulièrement élevés. Ce sont des établissements partenaires et qui, comme l'ensemble du réseau américain, de quelque type que ce soit, pratiquent des tarifs extrêmement élevés. Donc ça fausse aussi un petit peu la moyenne globale et l'importance de la hausse. Nous, évidemment, notre souci, c'est de limiter au maximum cette hausse. Comme directeur de l'agence, je n'ai une influence directe que sur les 71 établissements en gestion directe, où nous essayons de limiter. Ce n'est pas toujours facile parce que, d'abord, il y a un certain nombre de pays où il y a des taux d'inflation qui peuvent être assez élevés que nous devons intégrer. Et puis se pose la question d'assurer le maintien en bon état de marche des établissements, de faire des investissements d'entretien et dans un certain nombre d'entre eux, de faire des investissements ou de renforcement de la qualité de l'accueil ou de développement des capacités. Et donc, on essaye, établissement par établissement, d'avoir une croissance la plus limitée possible de ces frais de scolarité, mais c'est vrai qu'année après année, la tendance est à la hausse. Madame Conouret, vous m'interrogiez sur la rentrée dans les établissements dont les travaux étaient en péril. En cours. En cours. Ont été mises en péril par la suppression de la NEF et de cette garantie. Et donc, je voulais savoir comment s'était passée la rentrée dans la quinzaine d'établissements qui étaient concernés. Alors là, vous le savez, cette année, il y avait 2 établissements qui avaient un dossier qui était remonté, qui est le Panama et Mascate, et qui ont finalement été débloqués à titre tout à fait exceptionnel dans le cours d'année. Donc là, les processus sont en cours. Dans le cas de Mascate, c'était une renégociation d'emprunt. Dans le cas de Panama, je n'ai pas le dernier état, mais là, du coup, ça a permis de lancer la procédure. Après ça, à ma connaissance, il y a au moins une quinzaine de projets immobiliers dans des établissements conventionnés aux partenaires, mais c'est à ma connaissance, c'est-à-dire qu'il y en a sans doute davantage, pour un montant de l'ordre de 120 millions d'euros de travaux. Pour le moment, la plupart de ces dossiers restent gelés. Les équipes qui dirigent ces établissements ne peuvent pas engager plus loin la réflexion. Alors, je dis ça avec deux ou trois exceptions, où des établissements essayent de chercher des solutions alternatives. J'ai en tête le cas de Sao Paulo, justement, qui a un gros projet immobilier où ils sont en train ils ont pris des contacts qui semblent prometteurs avec Proparco. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je vais aller voir les responsables à Paris de Proparco pour voir si le modèle qu'ils sont en train d'examiner actuellement à Sao Paulo peut être éventuellement proposé à d'autres zones. Je sais qu'à Lima, au Pérou, il y a également un gros projet immobilier qui actuellement rencontre des difficultés de financement. Ils sont en train de regarder dans la législation locale s'ils ne peuvent pas trouver une solution de type fondation avec des obligations. Enfin, voilà. Mais on n'a pas de politique globale qui permette de répondre actuellement aux projets dans toute leur diversité et en tenant compte des spécificités, en particulier dans les zones où c'est le plus difficile d'assurer du financement. Donc pour le moment, pour répondre à votre question,
ces 15 projets, cette quinzaine de projets dont j'ai connaissance, il y en a sans doute plus, elle attend une solution. Elle attend une solution. C'était de savoir s'il y avait un impact négatif, à savoir par exemple que des familles ne pouvaient pas scolariser les enfants. Si l'établissement doit s'agrandir, c'est que la demande est là. Et donc je voulais savoir simplement s'il y avait des effets négatifs pour la scolarisation notamment des enfants. J'imagine, effectivement, je ne connais pas établissement par établissement leur situation. Nos établissements à l'étranger sont habitués à gérer des listes d'attente. C'est même ça qui crée la dynamique qui est lancée pour justement chercher une solution. Donc, pour le moment, j'imagine que ces établissements, s'ils ont une liste d'attente, la gèrent comme ils l'ont fait toujours. Ça peut, dans un cadre intermédiaire, et si c'est bien piloté, ça peut être l'occasion localement, mais ça, ce sont nos ambassades qui sont actuellement à la réflexion, l'occasion de voir s'il n'y a pas la possibilité de développer un autre établissement partenaire qui aura vocation à travailler en réseau avec l'établissement existant, et ça permet de diminuer un peu la pression à l'entrée de l'établissement. Mais je ne vous cache pas que sans une solution rapide sur ces questions du financement de l'immobilier, nous avons là aujourd'hui une entrave extrêmement forte pour la mise en œuvre que ce soit pour les établissements en gestion directe ou pour tous les autres établissements. Pardon ? Ah oui, sur le fonds immobilier. Alors,